Veuillez entrer votre destination, Gironde, région Aquitaine. Itinéraire sans autoroute, confirmez votre choix. Tournez à droite. Tournez à droite. Tournez à gauche. Recalcul de l'itinéraire en cours. Veuillez faire demi-tour. Vous sortez de l'itinéraire programmé. Tournez à gauche. Itinéraire hors carte. Itinéraire hors carte. Itinéraire hors carte. Vos sortes del itineraire programmé. Vous êtes arrivé à Arcachon. Attachez votre ceinture. On va faire un tour là, c'est ça? Moi je peux vous faire le tour là si vous voulez. D'accord, le tour du bassin d'Arcachon là. Oui. Arcachon et on revient par le Cap Ferré. Oui c'est ça, oui, on peut faire le tour complet. Génial. Sur Hôtel Delta, on rappelle whisky si vous voulez. Hôtel Delta, je dis. Et c'est parti. Un tour de contrôle parlait d'une sortie whisky. Oui, ça veut dire quoi? On va pas avoir de whisky là? Ça veut dire sortie sur la dune des Pilas. C'est la sortie ouest. Ah d'accord, ouais, parce qu'ici c'est plutôt la région du Bordeaux que du whisky. Hein. Ah oui. Ça vole bien ces petits éléments. Ah très très bien. Un peu la mobilette du ciel. Hein. Oui, tout à fait. À notre gauche on voit la forêt des Landes qui commence. Absolument. Avec les lacs là en bordure. Ouais, c'est énorme dune, la dune du Pilat. On se demande ce qu'elle fait là quand même, on a l'impression qu'elle est une espèce de gros bac à sable, quelqu'un l'a déposé là. Qu'est-ce que c'est à droite là? Là c'est le Banc d'Arguin ça. Banc d'Arguin. Ouais, c'est beau hein? Oui. Ça donne l'impression qu'on est au-dessus d'un lago un peu. Ah oui. C'est vraiment une région qui est riche ici, hein, entre l'Atlantique, le bassin d'Arcachon, les lacs, la forêt des Landes. Ouais, c'est fabuleux. La proximité de Bordeaux, avec les vignobles. Et il y a de quoi bien vivre, quoi. Ah oui. Bon, moi je commence tout juste ma voyage là, dans la région, donc je pense que, voilà, que je vais savourer. Là, vous allez avoir de l'autre côté la dune du Pilat et le Banc d'Arguin. Ah oui, là, c'est vraiment le point de vue idéal là, pour embrasser la région. Hein. Ensuite, derrière, on aperçoit et la forêt et le bassin. Premier plan, il y a le port de la Vigne. Le petit port qu'on voit là? Le petit port qu'on voit là, oui, c'est le port de la Vigne. Ensuite, on arrive sur le Cap Ferré, avec son phare, son sémaphore. Vue de haut, là, comme ça a quand même l'air d'être un endroit agréable. Ouais, c'est absolument extraordinaire. J'arrive pas à m'en lasser. Vous voyez, on est parti il y avait un temps, maintenant c'en est un autre, et c'est pourtant le même vol. Itinéraire hors carte. Continuez tout droit. Erreur de localisation. Arcachon, station balnéaire créée en 1862. Le parc mauresque, c'est juste au-dessus d'Arcachon. Et ça a été construit par les frères Pereire dans les années 1860-1870. En fait, ils étaient assez malins parce qu'ils ont prolongé la ligne de chemin de fer de Bordeaux jusqu'à Arcachon. Puis à Arcachon, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Et donc, ils se sont dit, on va attirer les touristes ici pour que notre ligne de train, elle serve à quelque chose. Et donc, ils ont eu l'idée de construire de toutes pièces une station balnéaire
pour attirer les riches aristocrates de l'époque. Et toutes ces magnifiques villas qui composent la ville d'Hiver. Ah, on dirait qu'il y a un observatoire. Là, ça monte, ça monte. L'ascension du belvédère de l'observatoire de Sainte-Cécile. Tintin. Voilà le parc mauresque, avec toute la ville d'Hiver, cachée dans la forêt. Ces maisons rococo. Et à gauche, le bassin, avec la ville nouvelle. Et juste en face d'Arcachon, dans la baie, c'est l'île aux oiseaux. Les deux plus anciens chantiers navals de France sont situés sur le bassin d'Arcachon. Ça va comme vous voulez? Ouais. Vous faites quoi? Hein? Vous faites quoi? Oh, ben la peinture, quelques réparations. C'était quoi ça, comme bateau? Mais c'est une pinasse d'ostréiculteur, il n'y a pas de quille, il Ouais, n'y a pas c'est de ça. talon. Parce qu'il n'y a pas de fond. C'est une, voilà. Donc c'est bien adapté en fait au bassin À d'Arcachon. l'ostréiculture, c'est typiquement adapté à l'ostréiculture. D'accord. Alors vous allez naviguer dessus? Un peu, oui, mais j'espère bien. Ouais. Encore. Hein. Peut-être un an ou deux, puis après on verra. Ok, bon je vais aller voir dans le chantier. Ouais. Allez, bon courage monsieur. Allez, merci. Merci monsieur. Bon après-midi. Ouh là là, c'est la caverne d'Ali Baba ici, du bateau. Des vélos qui appartenaient peut-être aux ancêtres de Jean-Baptiste. Il y a eu 6 générations de charpentiers marins ici. Ah merde, pris en flagrant délit. De casse-croûte, en flagrant délit de casse-croûte. Vous voulez un café? Ah ouais, je veux bien, ouais. Là, le bateau sur lequel tu bosses, c'est une pinasse, c'est ça? C'est ça. Et c'est quoi comme bois en fait? Alors ça c'est de l'acajou. Ouais. Et tous les bordés, le fond, c'est que du pain. Ah, mais c'est pour ça que ça s'appelle une pinasse. C'est parce qu'à la base c'est fait que en pain. Ah, pinasse, pain, d'accord, ok. C'est magnifique en tout cas. Et c'est quoi ton boulot en fait? C'est charpentier marin? Ouais, je suis charpentier marine. D'accord. Ouais, c'est sympa comme boulot. Hein. Ah ouais, ça me plaît. Puis ce qui est bien, c'est que c'est tout en bois, quoi. Ouais, t'aimes bien? Ah ouais, moi c'est ce que je veux faire. Hein. Depuis que j'ai 5 ans, je veux faire mon bateau en bois et faire le tour du monde. Donc voilà, c'est mon rêve, c'est ma passion, quoi. Donc je suis heureux. T'entraînes? C'est ça. Et comment ça se fait que ça t'est venu à 5 ans? C'est dans ta famille ou? Non, non, c'est juste que j'ai une grande carte de géographie et j'avais une petite gomme en bateau. Et voilà, c'est parti de là. Et tu t'amusais à faire voyager la gomme sur la, C'est ça. sur la grande carte? C'est ça, c'est ça. Puis après, j'ai pas changé d'idée. Et voilà. Et donc, je savais pas qu'il neigeait à Arcachon. Ah ouais. C'est quoi le bateau sur lequel tu travailles là? C'est une pinassote? Ouais, donc ça c'est une pinasse à voile. Ça a disparu dans les années 50. Ouais. Et début 80, il y a quelques illuminés, on va dire, qu'on a retrouvé des bateaux qui avaient travaillé. Ils ont regréé. Pour faire des bateaux sportifs quoi. Voilà, ils ont relancé en fait les régates. Mmh. Tout l'été, il y a tous les week-ends, il y a une régate de pinasse qui est accueillie dans chaque port autour du bassin. Ça continue maintenant? Voilà, et ça continue maintenant, donc il y a une association qui est créée. Et maintenant, on est sur une flotte d'une vingtaine de bateaux tous les dimanches. D'accord. Je te la rends après. Je te la rends après. Ah, vous battez pas, hein? Vous êtes associés quand même? C'est jamais arrivé, ça va pas commencer. Comment il s'appelle ce bateau? Ce bateau s'appelle Faribol. Faribol qui veut dire bêtise, broutille. Ouais, ça fait pas très sérieux pour un projet quand même. Quand tu vas voir des investisseurs en leur disant on veut faire des fariboles. Mais c'est ça qu'il faut regarder, c'est juste une petite chose dans la vie, et dans la vie, il faut se faire plaisir avec des petites choses.
Faribol, c'est le petit nom de ce bateau-là. Tout à fait. Faribol, c'est le nom de baptême du bateau. Et la série s'appelle Beau 28. Beau pour la première syllabe de Bonin, comme le chantier Bonin, et Bossuet comme le chantier Bossuet. Quel chantier de Baptiste qu'on a vu ce matin. Tout à fait. Et vous vous connaissiez, bien sûr? Et nous, on se connaît, ouais, on était à la maternelle ensemble. Et ouais, à la maternelle. Et le fait qu'en 2010, on a perdu chacun notre père à 3 semaines d'intervalle. On s'est retrouvé à la tête du chantier sans le patriarche. Et c'est de là qu'est née l'idée du Beau 28. C'est une sorte d'hommage pour nos pères disparus à peu près en même temps. D'accord. Belle histoire. On va pas toucher là, il n'y a pas beaucoup de fond. Hein. Il faut bien connaître le bassin là, parce que les chenaux sont parfois difficiles et comme on est sur une zone avec des parcs à huîtres, il peut y arriver qu'il y ait des vieux chantiers qui traînent. On peut s'abîmer le bateau rapidement. Bon mais ça va, tu connais bien? On connaît bien. Donc là on approche de l'île aux oiseaux, à marée descendante, plein basse mer, c'est-à-dire que là l'île a atteint sa plus grande superficie. C'est une arrivée intéressante parce qu'on voit les cabanes Tianké cachées derrière le banc de sable et derrière les parcs à huîtres. Les cabanes quoi, pardon? Tianké. Tianké comme Tiank en patois qui veut dire échasse. D'accord. Cabane sur échasse. Sur pilotis, c'est des espèces Sur de pilotis, c'est ça, exactement. Au bout de 30 ans, on s'en lasse toujours pas. Bah, tu venais ici quand tu étais gamin? Ah oui, la dernière fois que je suis venu sur l'île, j'avais 17 jours. On ne dit pas qu'on est né ici, mais pas loin. On a failli y naître à l'île aux oiseaux. La couleur, c'est chouette là, hein. C'est un beau site quand même. Bienvenue sur le bassin d'Arcachon à la Duc du Pilat. Bon alors c'est quoi ton histoire là? C'est quoi? C'est du Vaga, Waga, Taga, Chaga? C'est quoi? Alors donc les wagas en fait, c'est le jeu près du sol en parapente. C'est du parapente Razmote. Voilà, c'est pour les parapentistes qui n'aiment pas être beau. Qui ont le vertige. C'est ça. Bon allez, c'est le moment du pique-nique. Hein. Ah, faut prendre des forces là. Ouais. Ouais, ça va être bon cet après-midi. Et il s'élance. Et il s'envole, il retombe, il s'envole. Franchement, si c'est pour descendre à pied, c'est pas la peine de se faire chier comme ça avec une grosse toile. Hein. C'est pour ça qu'on est en train de manger en même temps. Donc là, le sport à pratiquer, c'est le sandwich. En anglais, on appelle ça le para-waiting. C'est-à-dire que tu viens 10 heures sur le terrain, tu voles 1 heure, t'en attends 9. C'est génial. Ouais, ça rend philosophe, non? Ah bah complet. Qu'est-ce que tu fais pendant les pauses? Rien. Tu regardes la mer? T'as l'air de prendre la vie assez cool, toi. Bah tu sais, ça fait 12 ans que je suis dans le milieu du parapente. Ouais. Donc après, les impondérables, on apprend à vivre avec. Je pense que c'est le cas de la plupart des gens qui vivent du sport ou des activités comme ça de plein air. On a fait des choix de vie particuliers. Ouais, tu l'as choisi. Ouais, complètement. On la subit pas, on l'a choisi. Donc tout se coordonne pas au niveau de l'argent en fait. Ouais. Donc voilà, moi je suis dans quelque chose qui me nourrit, qui m'alimente intérieurement. Et puis c'est déjà l'essentiel quoi. Petit dessert local. Ah oui, les cannelés. Ouais. Bon. Ils sont faits par un champion du monde en plus. C'est vrai? Ouais. Il y a un champion du monde du gâteau? Un champion du monde du cannelé. C'est beau ça. Ouais. Ah, vive Moi, les j'ai hâte champions. de le rencontrer. Ah bah moi aussi. Au champion du monde des cannelés. On va voir si c'est vrai. Ça soude. Oh. Hein, ils sont réglementaires. Hein. Ah ouais. Croquants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. 20 sur 20. On va voir si vous êtes champion du monde de Waga.
Et là, on va être lesté, hein. Je sais pas si on va réussir à décoller du coup. Donc là, je viens me caler dans la pente. Et l'idée, c'est de rester sur les pieds le plus longtemps possible sans se faire décoller. Et je vais venir coller la pente au maximum. Voilà. Alors, on va essayer de faire un toucher de stabilo. La vitesse. Alors, bien incliné. Hop, ça touche. Et on repart en l'air. Et un mystique. Ici, c'est le spot principal pour le Waga? C'est le spot qui est médiatisé en fait. Le Waga était associé à la dune du Pilat parce qu'on a fait le Waga Festival, mais dans l'absolu, les Wagas on en fait partout quoi. Mais du coup, c'est le spot mythique pour les Wagas. C'est ici. Ouh, ça file! T'es bien installé? Ouais, super. Ouais. Je t'avais dit que ça allait rentrer le vent. Il manque que la boisson fraîche et je suis bien assis. Tu veux faire les passages près du sol? Ouais. On met la caméra dans le bon sens, on va y aller. T'es prêt? Ouais. Droite et gauche. À droite. Et à gauche. La vache! Est-ce que c'est très réglementaire ça, le klaxon? Complètement réglementaire. La Fédération française de Waga oblige au port du klaxon? La Fédération internationale du Waga a homologué le port du klaxon. Et je te propose un dernier gros passage près du sol là. D'accord. Prêt? Ouais, ça marche. On va faire droite-gauche. Allez, ça part à droite. Itinéraire hors carte. Erreur programme, échec de la localisation. Direction Cordouan. Cordouan, un phare au large de la Pointe des Graves, juste dans l'estuaire de la Gironde, en face de Royan. Le phare de Cordouan, construit en 1584. Plus ancien phare de France en activité. Il est ouvert au public. Ah, là, il faut slalomer entre les bancs de sable. Un banc de sable ici, un banc de sable là, et le passage juste au milieu. Bonjour. Bonjour. Vous avez pas de bottes? Non, mais je peux enlever les chaussures. Hein. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Et alors, à la base, donc, il y avait un rocher quand même, ils se sont accrochés à quelque chose? C'était juste un banc de sable? Non, c'était un îlot rocheux
C'était, là on le voit ici. Hein. Et alors pourquoi c'était important d'avoir un phare ici? C'était quoi? C'était l'accès en fait à la Gironde? C'était une entrée, une sortie d'estuaire, donc il fallait que ce soit signalé. Parce que c'était à l'époque, c'était une autoroute commerciale quand même ici. Hein. Ouais, c'est un sacré édifice hein, quand même. Hein. Mais c'est cette arrivée, et de se dire, ce château en pleine mer en fait. Ouais, il y a de ça, c'est vrai. Ouais. C'est une des particularités ici aussi, c'est que c'est ouvert aux touristes. C'est ouvert aux touristes, donc du 1er avril au 30 octobre. Donc toi, tu es moitié gardien de phare et puis moitié guide conférencier. Voilà. Donc c'était fait pourquoi ça? Au cas où le roi vienne, c'est ça? Voilà, c'était l'époque qui voulait ça, c'était très somptueux. Puis il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Mais... Alors le phare est percé sur toute sa hauteur. Ouais. Et ben, ça a servi pour la construction et ça nous sert encore. En haut, il y a une poulie et ça nous permet de monter les matériaux sans être obligé de monter les 301 marches. Voilà, alors l'endroit que j'affectionne le plus, que j'aime le plus, voilà, c'est cette chapelle. Ouais. Ah ouais, ici, alors carrément, c'est une chapelle. Et tu viens ici le soir aussi, des fois? Le soir, j'aime bien écouter de la musique ici, donc voilà. C'est classé au monument historique, hein, je suppose? Ici. Oui, le phare a été classé monument historique en même temps que Notre-Dame de Paris. Faut remettre les cierges dans l'ordre. Ah, dans l'ordre, oui, plus ou moins dans l'ordre. Voilà. Ouais, sympa la vue là. Là, on a une vue à 360 là, hein. Pas de problème. Hein. Voilà la lentille. Les phares habités, il n'y en a plus. Nous sommes les derniers gardiens de phare. C'est-à-dire que vous pouvez aller à l'agence pour l'emploi, il n'y a pas la rubrique gardien de phare. Le code ROM n'existe pas. Hein. Tournez à gauche. L'île d'Oléron est reliée au continent par un pont de 3 km de long. Ici, c'est les écluses, les 3 écluses, 4 en fait. Les basses qui est là-bas. Est-ce que vous appelez des écluses? C'est pas du tout des écluses en fait. C'est pas des écluses de rivière, effectivement, ça n'a rien à voir avec la circulation de l'eau. C'est des pêcheries à poissons. En fait, c'est des immenses pièges. C'est le mur qui la délimite. Il y a des ouvertures grillées pour empêcher le poisson de partir. Donc le principe en fait, c'est que cette zone-là, elle est inondée à marée haute. À marée haute. Donc le poisson se retrouve ici. Et à marée basse, on va visiter ces mares, on ramasse son poisson et on repart. Ça, c'est une pêche qui est très commune ici à Oléron. C'est une pêche qui était très commune. C'est-à-dire que tout l'estran rocheux servait à la capture du poisson. Les gens ici n'étaient pas des marins, c'était des paysans, ils étaient tournés vers la terre et les écluses servaient à ramasser le poisson. On est dans une logique de cueillette, pas dans une logique de chasse ou de pêche sportive. Dis-moi par contre, il y a écrit que c'est interdit, non? Toute pêche à pied interdite là. Les écluses sont des concessions maritimes, donc il n'y a que les concessionnaires qui ont le droit de pêcher à l'intérieur. Tous les deux, vous êtes concessionnaires? Moi, je suis concessionnaire. Moi, je ne suis pas concessionnaire. Comme je suis américain, j'avais pas droit.
Ici, c'est le porte de l'écluse. Entre ces cailloux-là, donc tout ça, c'est l'intérieur de l'écluse, avec nos petits panneaux, pêche interdit. C'est joli, hein, les aigrettes. Oui. Ceux qui ne respectent pas les panneaux pêche interdite. Hein. Les aigrettes? Les aigrettes, alors là, elles s'en foutent complètement. Ça a l'air assez calme. Hein. Ça a l'air bien vide. Alors? Bah rien du tout. Comment ça se fait? C'est un premier essai, juste pour voir. Ce bouchon-là, il n'y a pas souvent grand-chose. Oui, on voit bien le système là, donc avec le mur qui a été construit et donc le système là qui permet de laisser filer l'eau. On voit bien les huîtres qui sont très alléchantes pour les touristes, mais c'est ça notre ciment qui tient tous les murs ensemble. Donc il ne faut surtout pas les enlever. Ouais. C'est une des raisons qui ont dit il ne faut pas toucher les murs. Si on avait mis du ciment, la force du vague va tout exploser. Mais avec les huîtres, ça bouge un peu, la force du vague passe à travers, et voilà, ça reste. Il reste combien d'écluses en fonction comme ça? Une quinzaine. Et il y en avait 300, 400? Il y en avait pas loin de 300. C'était la source d'approvisionnement de nourriture principale de l'Héron à une époque, tu crois? Je pense, oui. Alors que maintenant, avec ce qu'on pêche, on n'a plus le droit de le vendre. Mais en admettant qu'on le vende, je ne sais même pas si on pourrait se rembourser notre équipement. C'est vraiment pour le plaisir d'être là, c'est pour le plaisir de regarder les murs, d'entretenir un patrimoine qui est magnifique. Puis c'est un moment où tu te sens connecté à la fois à l'histoire du lieu et puis à quelque chose de très très ancien. C'est précieux. Et donc quand tu es arrivé à Oléron, c'était il y a combien de temps ça? Oh, tu avais plus de 20 ans maintenant. 20 ans? Ouais. Mes parents avaient une maison de vacances ici, donc je venais beaucoup quand j'étais enfant. Donc on venait souvent l'été, mais quand on a eu des enfants, on a décidé de quitter Paris, venir ici, on n'a pas regretté. Tu as été bien accepté quand tu es arrivé ici à Oléron? Mais je crois que Chocre était content de voir un Américain qui arrivait. Chocre, ton village? Ça, c'est le village où on habite, oui. Tu es l'Américain de Chocre? Ah, un jour, ils m'ont fait un compliment, ils ont dit non, je suis le Chocrin de l'Amérique. Ah, pas mal. Tu vois quelque chose? Non. Ça m'a l'air très calme aujourd'hui. On bouge pas, il y a une sèche. Ah. Non. Ah, si. Pose-la sur le sombre, là. Il va changer de couleur. C'est beau, dis donc, comme bestiole. Ah, c'est magnifique. Mais c'est très très bon à manger. Et ça, c'est l'époque. Là, elle remonte pour venir pondre à la côte. Toi, il avait encore l'encre. Hein. Ouais. Et là, dans ces mares-là, il y a des oursins. En général, je les ramène pas jusqu'à la maison. Moi, je me dame pour un oursin. Hein. Il est en route. Et ça, les oursins, c'est comme certaines choses. Il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Oui. Une petite huître pour chasser l'oursin. Écoute, tu me prends par les sentiments. Oh là là. Génial. Merci, Dan. Ça, c'est la consolation du pêcheur bredouille. Voilà, l'oursin et l'huître. Il se rabat sur quand même ce qui bouge pas beaucoup. Oui. Ce qui n'a pas pu s'enfuir. Erreur de localisation. Faites demi-tour immédiatement. Bienvenue dans le Médoc avec une visite des caves en chanson. Allez, merci, c'est à Sarah qui continue. C'est dans le deuxième sujet, je vous invite à me suivre.
Bon, qu'est-ce que c'est le principe là? Vous chantez pendant les visites, Oui. c'est ça? Et on chante là où il y a une idée de chanter. Ça peut être une chanson à boire, ça peut être même les fleurs. On passe une belle mur avec les roses. Alors là, il faut chanter les roses et tout ça. Et nous, on prend ça, mais on y met cette portion de culture. Voilà. D'accord. Tout ce bon Margot. Miam, miam, miam. Donc voici face à vous les 200 000 bouteilles qui vont vieillir pour à peu près donc 1 an. Alors je propose qu'on aille en dégustation et qu'on écoute le chant, la dégustation. J'aime pas le verre, mais je fais déguster. Qui veut chasser une migraine n'a qu'à avoir toujours du bon et maintenir cette table pleine de savonnade et du jambon. Le vin ne fait rien que pourrir le poumon. Goûte, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Et alors les beaux bâtiments comme ça, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes venu ici? Absolument. Patricia? Absolument. Ouais. Alors moi, je viens d'une coin très industrielle, mais ce que attire les Allemands de l'Ouest, ils sont attirés vraiment de cette beauté, de ce style romantique, ça ne se trouve pas chez nous. Alors nous, on est amoureux de cette coin. Ça vous touche hein? Absolument. Alors, derrière ces murs, Margot. C'est beau ça. Hein? Ça c'est impressionnant. Moi, je l'ai déjà vu sur une étiquette celui-là. Pas souvent, pas assez souvent. Mais je l'ai déjà vu sur une étiquette. Nous, c'est pareil, nous le dit tout ce temps quand on nous l'offre, mais il est très cher également pour ceux qui habitent dans le Médoc. Il n'y a pas des cartes de fidélité Non, pas encore. On va demander peut-être. Et le château Margot, là, il appartient à qui maintenant? Il appartient à une grecque qui s'appelle Corinne Menzelopoulos depuis plusieurs années maintenant. Et elle l'entretient très bien d'ailleurs et elle a fait beaucoup de travaux. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de châteaux qui appartiennent à des Français? De moins en moins. Ah Ça bon? appartient de plus en plus à des compagnies d'assurance. Bon. Après, c'est souvent des étrangers qui rachètent, effectivement. Je peux comprendre que pour les habitants, c'est compliqué d'accepter tout ça, mais quand on passe avec la voiture, il y en a beaucoup des châteaux qui sont vraiment en ruine. Et ça fait pleurer aussi. Bon, on y va. Vous n'avez pas les clés? Non, je les ai laissées à mon jardinier. Bordeaux, chef-lieu de la région d'Aquitaine. C'est les nouveaux quais de Bordeaux qui ont été refaits il y a quelques années. Et maintenant, c'est un lieu de promenade pour tous les Bordelais qui est très agréable. On peut faire du vélo, il y a une jolie piste cyclable pour faire du roller. Et ça a beaucoup changé Bordeaux, hein. C'était une ville grise et triste. Et maintenant, c'est devenu une ville lumineuse, gaie, moderne. Ça, c'est le fameux miroir d'eau. C'est une installation, fontaine, sculpture, art contemporain
et qui se déclenche de temps en temps. Et là, manifestement, heureusement pour moi, elle ne marche pas. Ceci dit, je ne sais pas si elle ne va pas se déclencher. Le château de Roquetaillade est dans la même famille depuis 700 ans. Il a été construit en 1306 et rénové par Viollet-le-Duc en 1860. C'est une belle bâtisse, hein. Oula. C'était commun à l'époque de construire des châteaux comme ça, tout en hauteur, un peu coffre-fort? Alors c'est le dernier château construit avant l'avènement de l'artillerie, des douves sèches. Pourquoi, qu'est-ce que ça a changé l'artillerie? L'artillerie voulait dire que des murs de 2 mètres d'épaisseur, 2,50 mètres ne suffisaient plus à tenir un siège. D'accord. Donc l'artillerie, ça a eu une influence en fait sur l'architecture. Exactement. Bon, en tous les cas, donc ça fait 700 ans que ce château est dans votre famille. Exactement. Oui. C'est un privilège rare comme ça de pouvoir se projeter dans le passé, d'imaginer ce que ses ancêtres il y a 700 ans pouvaient voir. Alors c'est une curiosité certainement. Moi je considère qu'on est un petit maillon d'une chaîne. Ça donne certaines responsabilités. C'est quand même une lourde charge. Il y a 3 millions d'euros de travaux à faire, donc voilà. Vous jouez au loto? Ah oui. Ça m'arrive, ça m'arrive. Dans l'espoir. Par désespoir, ça peut m'arriver, oui. Je dirais que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu à la chapelle. On y est arrivé. Voilà, la chapelle là, tout à l'heure on était sur un style qui était très épuré, le château, style médiéval, et là on est sur un style qui est très chargé. Là. Qui c'est qui a commis ça? Alors ça c'est la famille à l'époque avait demandé à Viollet-le-Duc de restaurer le château, et en tout cas de transformer un bâtiment médiéval, une forteresse, en maison à vivre au 19e. Ce qui est étonnant, c'est ce côté orientaliste qu'elle a mis en place. Le détail va jusqu'aux lampes. Si vous regardez les lampes, c'est des lampes qu'on aurait pu trouver dans une mosquée. Moi, ça me fait beaucoup penser aux années 70, à la période hippie, à des pochettes de disques que j'ai pu acheter dans ma jeunesse. Voilà, c'est Retour de Katmandou, sauf qu'on est au 19e, et lui au 19e disait l'art national français, c'est le gothique. Donc au 19e, il dit revenons au gothique. Donc on revient à l'organique, à l'utilisation de la nature, ce qui créera par la suite l'art nouveau. Ah, parce que là, ça pourrait presque être du Guimard, là, celui qui a fait les stations de métro. Là, hein. Exactement. Oui, j'avais jamais fait le lien entre l'art nouveau et l'art gothique. On verra ça, on peut voir ça à l'intérieur avec une des fresques qu'il a mis en place, où oui, c'est de l'art nouveau 40 ans, 50 ans avant l'heure. Donc là, on est entré dans la cour du château. Alors au 19e, Viollet-le-Duc a fait toute cette ouverture pour créer de la circulation dans le château à partir des gargouilles. Donc si on regarde les gargouilles, ça fait un peu penser à son travail à Notre-Dame de Paris. Là, vous êtes sur, on parlait tout à l'heure de l'Art Nouveau, et la fresque qui est au-dessus de la fontaine, 1860. En fait, le gothique, à la base, c'était une décoration basée sur ce que les gens voyaient autour d'eux, c'est-à-dire la nature, les arbres, etc. D'accord. Et donc ça, c'est du néo-gothique? C'est du néo-gothique, mais en fait, c'est de l'Art Nouveau avant l'heure. C'est ça? Oui. Ils croyaient faire du néo-gothique, ils faisaient de l'Art Nouveau? Mais ils ne le savaient pas, parce que l'Art Nouveau n'existait pas encore. Oui, c'est incroyable. C'est émouvant même, je trouve, de voir des moments comme ça où on sent la jonction entre deux époques, on sent la jonction entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Alors on va aller dans la salle à manger et puis on va continuer dans ce mouvement. Alors la salle à manger qui était au Moyen-Âge, les écuries. Alors ici, c'est une ode à la nature. Vous avez des oiseaux, vous avez des mouches, des papillons. Il s'est bien amusé, Viollet-le-Duc. Il s'est bien amusé. S'il avait eu un peu carte blanche pour faire ce qu'il voulait,
Et là, on va aller voir la chambre verte. Et puis bon, là, il a continué à faire des choses peut-être pas très conventionnelles, mais il les a fait. Et on peut aller voir ça dans la chambre rose. Une bonbonnière. Voilà, une bonbonnière. Donc, il s'amusait. Forcément, ça fait hurler les gens, certainement au 19e et encore au 20e. Et aujourd'hui, on commence à apprécier ce travail. Comme le reste, tout est décoré de haut en bas. Aujourd'hui, la France est en train de découvrir le travail de Viollet-le-Duc, même si dans les autres pays européens, Viollet-le-Duc est considéré comme un génie et on reçoit en tête beaucoup de visiteurs étrangers qui viennent que pour voir le travail de Viollet-le-Duc. Alors Viollet-le-Duc, républicain sûrement, franc-maçon peut-être. En tout cas, si on regarde les ailes des anges, discrètement, il a mis bleu, blanc, rouge, le drapeau républicain, sachant qu'il travaillait dans un château tenu par des aristocrates. Mais bon, au cas où, il a quand même rajouté des fleurs de lys stylisées, comme ça, tout le monde était content. Ici. Les experts se posent toujours la question. Il y a deux têtes en fait. Là, vous regardez madame. Ouais. Et si vous regardez monsieur... a les yeux fermés aussi. Non, il n'a pas les yeux fermés. Ah non, monsieur, il regarde ce qui se passe dans le lit. Il regarde le lit directement. Le voyeur. Alors lui, il regarde le lit et madame rougit et ferme les yeux. Donc voilà, c'est peut-être un hymne à l'amour, on ne sait pas. Ah oui, c'est vrai qu'elle a les joues rouges. Tournez à droite. Itinéraire hors carte. Erreur programme, échec de la localisation. Bonjour, bonjour. C'est des vaches basadaises. C'est une race qui a presque disparu, il ne reste plus que 6000 individus. Et elles sont originaires de la région, du Bordelais. On les reconnaît bien là, avec la robe gris souris, le tour des yeux blancs, comme si elles avaient mis des lunettes de soleil et qu'elles étaient passées aux UV. C'était une vache qui était très réputée au Moyen-Âge notamment pour la qualité de sa viande. La forêt des Landes de Gascogne est la plus grande forêt d'Europe occidentale, avec une superficie d'1 million d'hectares. Ça remonte. Ils ont ça grimpe dans le coin là. Ça grimpe dans le coin, hein. On pense à tort que le littoral est plat, hein. C'est une idée, commune, une idée reçue. Et fausse. Et on vient de voir qu'il faut 21 vitesses. Donc là on a monté ce petit raidillon pour vous amener sur un point de vue où on aperçoit l'océan Atlantique aujourd'hui qui n'a pas ses plus belles couleurs turquoises et tropicales habituelles. Alors c'est quoi ces dunes? Elles proviennent d'où ces dunes? Alors ça c'est des dunes anciennes, des dunes paraboliques, donc ça témoigne de... Paraboliques, je connaissais les antennes. Et là les dunes. Donc ça témoigne des anciens niveaux marins avec les glaciations. Vous savez que le niveau marin a varié dans le temps selon les glaciations, a reculé et avancé, et puis donc cet espace a été planté de pins pour assainir. Donc les dunes ont été entre guillemets bloquées par les racines, la végétation. D'accord. La forêt des Landes s'est constituée. Donc la forêt des Landes, elle a été plantée par l'homme. Ouais. Ok, comprendo. Bon, on fait quoi là ici sinon? On fait quoi ici à Maubuisson? On continue à profiter de cette belle forêt des Landes à vélo. On va se diriger peut-être sur les rives du plus grand lac de France, d'eau douce. D'accord. Ce serait peut-être sympa d'aller voir ça maintenant. Allez. Ton côté vert là, au-delà du t-shirt, c'est une des raisons pour lesquelles tu es venu vivre ici?
Ouais, tout à fait. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. Déjà une passion pour la région, un retour aux racines, et puis l'envie de créer une entreprise qui mentait pas. Quand je mets des gens à vélo sur ces pistes, quand je leur dis allez, partez à la plage en famille, prenez un panier, mettez vos affaires, prenez un pique-nique, et puis allez là, faites 20 bornes à vélo, et vous allez voir que ça va être mieux. Et ben pour moi, c'est une action militante. Je préfère louer des vélos que louer des voitures, tu vois. Enfin, moi, ce serait pas possible pour moi de louer des voitures. J'aurais du mal à dormir. Des quads, c'est magnifique. C'est le pire. Oh, une installation. Ouh. Quelle surprise, un lac. Donc, le plus grand lac de France? Plus grand lac d'eau douce de France. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce lac là? Manifestement, on peut faire du voilier. On peut faire de la planche à voile, on peut faire du kitesurf, on peut descendre en canoë jusqu'au bassin d'Arcachon. Tout au nord là-bas, il y a un petit canal qui relie le lac de Lacanau, et ensuite du lac de Lacanau, un autre canal relié jusqu'au bassin d'Arcachon. Sainte-Terre, en Gironde, au bord de la Dordogne, capitale internationale de la lamproie. Ça va, Jacqueline? Très bien. Pas trop froid? Non, parfait. Le temps est idéal. Bon. Vous croyez qu'elles vont être là? Oui. Ouais? Oui, on a de la chance aujourd'hui. Bon. Et elle, c'est qui là? Qui c'est qu'on cherche là? Là, on cherche la lamproie. Vous allez suivre la pêche de ce poisson mythique qui quand même date de 450 millions d'années, qui a vécu quand même, je dirais, toutes les péripéties préhistoriques avec les changements climatiques et autres. C'est un fossile vivant. C'est un fossile vivant. Et alors, mais si c'est un fossile vivant, c'est un peu indigeste? Non. Non? C'est superbe. C'est super bon. Vous allez le goûter à midi, je pense. Je vais manger un fossile vivant. Tout à fait. C'est un poisson d'eau douce ou d'eau salée? Les deux. On est dans les grands migrateurs. Nous avons une lamproie qui n'a pas d'écailles, qui n'a pas de colonne vertébrale, ni de dents, mais qui a la bouche qui est une ventouse et qui en fait cherche des poissons sur lesquels elle se fixe, suce les chairs et suce le sang. C'est un vampire. C'est un vampire. Donc là, on les intercepte sur le chemin de leur dernier amour. De leur dernier voyage et en cherchant. Vous avez pas honte, Jacqueline? C'est la vie. Il y a quelque chose? C'est une lamproie, ça. Alors faites voir comment c'est. Donc là, ah oui, il n'y a aucune écaille. Ah non, il n'y a pas d'écaille. Pas d'écaille, pas de colonne vertébrale. Oh, c'est une drôle de tête. Oh. Oh, incroyable, incroyable. Donc en fait, là, c'est les petites dents, c'est pour s'agripper. C'est pas des dents, c'est de la corne. D'accord. Dis donc, tu vas me salir mon pantalon, petite. Ah, je crois que vous allez vous faire arroser, Jacqueline. Ouais, mais... Je vais sauver votre pantalon, Jacqueline. Et là... Bon, Jacqueline, là, vous êtes sur votre trône. On peut dire, mais moi, je me sens à l'aise que l'assise. Avec vos sujets à vos pieds. Oui. Parce que vous êtes grande prêtresse de la lamproie, c'est ça? Tout à fait. C'est quoi votre titre exact? Grand maître de la confrérie de la lamproie. Nous défendons le milieu naturel et nous aimons que les personnes qui rentrent dans notre confrérie puissent participer à la protection du milieu naturel, à l'élévation du stock des poissons, mais à la gastronomie également, qui est la finalité de notre confrérie. Bon, je vais essayer d'être à la hauteur. Bon bah la voilà, elle est dans mon assiette là. Donc ça c'est quoi? C'est la lamproie à la bordelaise. De Sainte-Terre, mais de Sabine.
La lamproie de Sainte-Terre de Sabine. Excellente, c'est la première fois que j'en mange de celle-là, parce qu'il y a plusieurs recettes, donc elle est parfaitement excellente. Ouais, c'est bon. Puis ça n'a pas un goût de poisson, c'est assez étonnant quoi. Pas du tout. C'est pas un poisson, c'est un animal. C'est un poisson. Non, c'est pas un poisson, c'est un animal. Il vit dans... Attendez, il y a un débat là, c'est un poisson ou pas un poisson? C'est un animal parce qu'il n'a pas de mâchoire. Donc c'est un animal. Bah, un animal, un poisson, c'est un animal, un poisson. C'est un agnat. Mais un quoi? Un agnat. C'est pas un poisson. Voilà. Un agnat? Ah, merci. A-G-N-A-T-H-E. Bon. Non. Ah oui, effectivement, sous-classe agnat. Eh ben alors, dans la sous-classe des agnats. Mais écoutez les gens. Super-classe des agnats. Écoutez Jacqueline et le long. Mais en tout cas, ce qui complique encore les choses, c'est que c'est un poisson qui n'a même pas un goût de poisson. C'est ça. Donc ça ne peut pas avoir un goût de poisson puisque c'est pas un poisson. C'est un provocateur. Vous avez compris quand même. Là, je crois que je suis en train de jouer mon intronisation. Là, je pense que finalement, je vais être refusé là. Je crois. Il va y avoir des ratures là. Oh là là. Là, c'est... Non mais c'est chic, hein, ça vous va bien là. Merci, je suis le plus beau. Ouais. Merci. Le petit béret là, ouais, c'est pas mal. Bon, allez, est-ce qu'on y va? Notre confrérie, composée de 19 frères et sœurs, conseillers municipaux de Sainte-Terre, pêcheurs, vignerons et amis, a des objectifs ambitieux et désire maintenir haut et fort les traditions chères à notre cœur, d'une pêche ancestrale dans un milieu naturel de qualité, d'une gastronomie gourmande, ancienne et secrète. Sœurs et frères de la confrérie des Lamproies Sainte-Terre et des vins de Bordeaux, ce chapitre extraordinaire nous permet d'accueillir dans nos rangs celui que nous avons remarqué. Laurent, oui. Nous sommes heureux de t'accueillir aujourd'hui, tant il nous semble essentiel que cette conscience éveillée s'étende à tous. Nous le savons, la vie des rivières, c'est la vie du monde. Nos rivières abandonnées des urgences du moment, au-delà des grandes déclarations. Sœurs et frères de la confrérie de la Lamproie Sainte-Terre et des vins de Bordeaux, Laurent est digne de venir dans nos rangs. Accueillons-le. Applaudissements. Merci. Nourri, important. Merci de m'accueillir. La cérémonie est terminée. Erreur programme, reboot en cours. Réinitialisation du GPS. Échec. Veuillez ramener votre GPS dans un centre agréé. Your GPS is roboting, please shut it down. Kanshi magaza titori. Arigato gozaimasu. Your GPS isn't booting. Please shoot it down. Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre.